Enchaîner avec d'autres questions. Simplement, en vous écoutant, ils sont aussi extraordinaires en matière de marketing, puisque maintenant, ils attirent les gens avec des steaks à 2,50 €. Donc, ils vont en plus changer tout le système de l'alimentation ou de la restauration. Non, mais ils sont très créatifs. C'est simplement ce que je voulais illustrer. Maintenant, vous faisiez allusion à l'instant au modèle de prévision. Une chose qui me frappe énormément dans les entreprises, et vous pouvez peut-être nous répondre un petit peu sur ce sujet, dans le fond, on consacre énormément de temps et de moyens à la prévision. Le forecasting, on fait des budgets annuels, on fait des plans pluriannuels. On y consacre en général beaucoup d'efforts. Et puis, donc, on arrive plus ou moins bien à cerner le futur. Et puis, le temps passe. Le budget s'écoule. Bon, dans une société plus ou moins sophistiquée, on ajuste les budgets ou les prévisions, mais ça se limite à ça. Ce qui me frappe, et je fais un peu notre mea culpa au niveau des entreprises, donc on fait beaucoup de forecasting, mais on ne fait pratiquement pas d'analyse ex post. Mais dans le fond, est-ce qu'on avait bien prévu? Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé différemment? Et je pense que c'est un sujet sur lequel vous vous concentrez aussi. Ce serait intéressant d'avoir vos commentaires. Alors, toujours modestement, parce que je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais on voit que typiquement, on a trois groupes de façons de faire de la prospective, trois groupes de techniques. On a ce que vous avez bien exposé, et je crois que vous faites avec brio, c'est ce forecasting, de se dire comment on va pouvoir extrapoler les tendances actuelles et passées, et par cette extrapolation, pouvoir repérer où des problèmes pourraient surgir et comment on pourrait les anticiper. Et donc ça, c'est une technique de forecasting assez développée, où là, on est vraiment sur des futurs probables. On travaille en fait sur des futurs probables. On a un autre groupe de techniques qui est plus le backcasting. Alors le backcasting est beaucoup plus dans une perspective où là on est dans des futurs, on va dire, désirés. Ça signifie que l'on va réfléchir mais c'est un peu un travail rétrospectif normatif. Vous voyez? Donc on va se construire un futur désiré et lorsqu'on va clarifier cette norme, voir quelles sont les étapes entre aujourd'hui et demain que l'on va devoir franchir pour pouvoir atteindre cet objectif qui a été précisé. Et là, on est dans une autre technique, voilà, qui est beaucoup plus, je vais finalement préciser une vision stratégique, quelque part, désirée, et je vais mettre en place des dispositifs pour pouvoir atteindre cette vision. Alors, ça met au cœur de la réflexion, pour moi, la notion de vision stratégique. Alors, elle est galvaudée. Parfois, on se dit, est-ce que ce n'est pas finalement de la perte de temps, finalement des mots? Moi, je suis un fervent défenseur dans les interventions en stratégie en entreprise de consacrer du temps à qui sommes-nous, que faisons-nous et où allons-nous. Parce que la vision stratégique, pour moi, a des fonctions majeures, qui plus est dans des environnements incertains et complexes comme aujourd'hui. On peut vite avoir tendance, en tant que top manager, de se dire finalement, je laisse passer les crises et je prends des actions à court terme. Et finalement, est-ce que la vision stratégique a encore du sens dans un environnement finalement non maîtrisable? Pour moi, elle a encore plus de sens dans le contexte aujourd'hui que dans un contexte de stabilité. Pour plusieurs raisons. Un, elle a un rôle fondamental de création de sens. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer la nécessité de créer du sens dans nos organisations, pour l'ensemble des parties prenantes. En se disant, ça permet de créer du sens pour les différents acteurs, donc il faut qu'elle soit partagée. Vous avez des patrons qui ont la vision, mais il y a un deuxième mot derrière vision, c'est vision partagée. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des dispositifs pour pouvoir partager ces visions. Deuxième élément, ça permet de définir un certain cap à l'organisation qui est essentiel dans ces environnements mouvants. Et troisième, qui n'est pas des moindres, la vision stratégique vous aide. Quel est le job d'un top manager? Je me suis souvent posé la question, je me dis si je devais le résumer.
Pour moi, c'est de faire des choix. Un patron, son job, c'est de faire des choix. Pourquoi doit-il faire des choix? Parce qu'il est en ressources limitées. Donc l'entreprise est en ressources limitées, donc le patron, son job est de faire des choix pour allouer finalement ses ressources limitées. Et dans ce cadre-là, la vision va aider à prioriser l'ensemble des projets de l'organisation. Plus on a passé du temps à clarifier la vision stratégique de l'entreprise, plus il sera aisé de pouvoir faire des choix, parce qu'un projet devient stratégique s'il me permet d'atteindre ma vision stratégique. Alors je sais que tout ça est assez simple, mais je trouve que ces éléments simples, les uns à côté des autres, permettent d'avoir vraiment une efficacité dans cette réflexion de vision stratégique. Et je voudrais terminer, je vous avais dit qu'il y avait 3 groupes, je vous ai parlé des 3 ou... Ah voilà, des 2. Donc il y a un 3e. Alors, voilà. Le 3e élément, c'est que le backcasting et le forecasting, nous sommes encore dans des changements de type 1. Et il me semble que si on veut passer dans des changements de type 2, eh bien, les scénarios sont une 3e technique où là, l'on est dans des futurs possibles. Et je pense que quand j'entendais la stratégie de d'Eatrun, d'être présent, comme vous l'avez très bien montré, dans les différentes évolutions possibles de la mobilité de demain, c'est en fait travailler sur ces scénarios des possibles et d'être présent sur ces différents scénarios par une stratégie actuelle de façon à pouvoir monter dans le premier, le 2e ou le 3e scénario. Et je pense vraiment que cette technique des scénarios qui existe depuis les années 70 par les pétroliers, mais qui, revisitée, peut tout à fait être une bonne approche de ces futurs possibles et de voir comment je vais pouvoir penser différemment. Et je terminerai peut-être sur un élément, c'est Luc de Brabander, vous voyez, il a pas mal d'ouvrages sur la créativité, et j'adore son concept de dire, on a trop dit aux managers que le but était de penser out of the box. Parce que penser hors de la box, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui sera le plus difficile. Le plus difficile, c'est de construire la nouvelle boîte, le nouveau cadre de référence dans lequel on va pouvoir fonctionner. Et je trouve que Luc, sur ce point-là, a tout à fait raison. C'est de comment pourrons-nous construire dans nos secteurs, dans nos environnements, de nouvelles boîtes, de nouveaux cadres de référence, de nouvelles réflexions modèles. Et donc, j'invite les managers ici à organiser des séances de réflexion avec les équipes dirigeantes sur, justement, mais projetons-nous à 10, 15, 20 ans pour essayer de réinventer notre métier. Donc, voilà, en gros, les quelques éléments sur la question. Mais non, c'est très bien.